L'émotion a saisi une partie de la population d'Alger à l'annonce du départ de M. Jacques Soustel. Et à la gare maritime où il venait embarquer, les Algérois se pressaient sur sa route à tel point qu'il dut prendre place sur une voiture militaire. Le service d'ordre lui fraya un passage au milieu de la foule qui avait voulu lui manifester d'une manière tellement intempestive son regret de le voir partir qu'il fallut littéralement l'enlever sur une passerelle volante. Et c'est avec 1 heure de retard que le navire put enfin lever l'ancre. Les studios français voient arriver des visages nouveaux. Marcel Cerdan, pour qui le maquilleur succède au soigneur, est passé, pas pour longtemps, du ring au studio. Son rôle au surplus lui plaît assez. Imaginez que dans ce film, il devient boxeur. Affectueusement, vous posez une question qui vous concerne personnellement, mais qui, pour des raisons affectives et politiques, intéresse les Français. Comment vous portez-vous? Je vais vous répondre tout de suite. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Dans cette somptueuse résidence d'été arrivent successivement les ministres des Affaires étrangères d'Amérique et d'Angleterre. M. Churchill entre à son tour. Puis le maréchal Staline vient rejoindre ses hôtes. Et voici rassemblés les hommes qui vont affirmer à nouveau leur volonté d'en finir avec l'Allemagne et préparer leur attitude commune sur les problèmes que posera l'après-guerre. Les photographes et les opérateurs sont prêts et les trois sourient devant l'objectif. C'est dans son tout petit avion de 140 chevaux, baptisé Petit Zoulou, qu'elle a réalisé son exploit solitaire sur la route de Mermoz. C'est une très grande prouesse qu'a réalisé la Christa Pellissier. Elle a bien le droit désormais de goûter les heures de gloire. C'est la vie politique qui est aujourd'hui à l'ordre du jour. Seul à son banc, avant la séance, M. Mendès France pressentait-il déjà son échec? La séance ouverte par le président Schnetter, M. René Mayer prononçait contre le gouvernement un impitoyable réquisitoire. Et sur la question de confiance, le ministère était mis en minorité. Janvier 1934, la mort mystérieuse de l'escroc Stavisky déclenche une violente campagne de presse de l'extrême droite. Paris connaît alors chaque soir des manifestations réclamant le départ du gouvernement radical-socialiste. La concorde est noire de manifestants que n'arrivent pas à disperser les charges répétées des gardes mobiles. Lorsque le barrage protégeant le palais Bourbon cède, des coups de feu éclatent. Les échauffourées qui suivent provoqueront 20 morts et des centaines de blessés, des victimes qui hanteront longtemps la classe politique. Claude Érignac se rendait avec son épouse à un concert. Il venait de descendre de sa voiture lorsque 2 personnes, peut-être plus, se sont précipitées sur lui. Ils ont tiré plusieurs coups de feu dans le dos de Claude Érignac. À première vue, on s'y reconnaît. Les autobus gigognes n'ont pas changé, le haut de forme s'inscrit tout naturellement dans le paysage avec la calandre de la Rolls, et le melon pousse toujours dans les bouches de métro. Mais il y a l'autre Londres, celui de Carnaby Street. Dans le petit monde des objecteurs de conscience, la grande mode est d'endosser des vestes militaires. Le dernier cri de la mode féminine, on le découvre par les hublots de chez Biba, la nouvelle boutique dans le vent, du côté de Chelsea, où l'on court choisir la toute dernière maxi mini-jupe. Une manifestation anti-OAS, organisée par le Parti communiste et diverses centrales syndicales, malgré l'interdiction du gouvernement, était brutalement réprimée. 8 personnes, dont 3 femmes, ont été tuées ce soir-là. Après une première traversée un peu mouvementée, le 8 février au matin, les hélicoptères, les bateaux-pompes et les sirènes de New York accueillent le France dans un concert assourdissant. C'est l'arrivée la plus triomphale qu'un paquebot ait jamais connue depuis la guerre. Les cabines sont louées 1 an à l'avance, le succès est total.